Alors bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Marjorie, Margie Books, et ici vous pourrez retrouver des vidéos sur le sujet des livres et sur la littérature en général. On se rapproche tranquillement des fêtes de Noël, alors je me suis mise dans le thème, même si le livre dont je vais vous parler n'est pas forcément ultra réjouissant. Et donc pour aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter la duologie Et ils meurent tous les deux à la fin, écrite par Adam Silvera et publiée aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Donc dans cette vidéo vous retrouverez la présentation des deux tomes ainsi que leur résumé, mon avis dessus, d'abord sans spoil, puis après avec spoil, je vous préviendrai quand on passera à la partie avec spoil. Et donc le premier tome que je vous mets juste ici, Et ils meurent tous les deux à la fin, je l'ai lu en livre numérique, donc je ne peux pas vous le montrer physiquement, mais par contre le deuxième, la préquelle, je me suis pris directement le roman, et j'ai bien fait puisque c'est un gros coup de cœur et que j'ai pu la noter vraiment sur toute la tranche. Et donc ici c'est le premier qui meurt à la fin. Je vais pouvoir maintenant vous présenter un petit peu l'auteur, donc Adam Silvera. Il s'agit d'un auteur américain d'une trentaine d'années. Il est notamment reconnu pour le roman Pourquoi pas nous, publié en 2018, donnant à voir une histoire d'amour mêlée aux problématiques de la jeunesse d'aujourd'hui. Il est aussi reconnu pour le roman Tu ne m'as laissé que notre histoire, publié ici aussi en 2018, et traitant cette fois du deuil après un premier amour. Avec la série Descastes, Adam Silvera fait le parfait compromis entre ce thème de la mort et ce thème de l'amour. Le premier tome, Et ils meurent tous les deux à la fin, traite de la rencontre de Matteo et Rufus après que le programme Descastes les ait appelés. Ce programme a pour fonction d'appeler chaque jour toutes les personnes qui vont malheureusement décéder dans les 24 heures suivantes. Les deux jeunes garçons ne souhaitent pas rester seuls lors de leur jour final, et ils décident de se connecter à l'application Le Dernier Ami qui permet de mettre en lien les différents déckers. Les déckers étant les personnes qui ont reçu un appel de Descastes le matin même. Ainsi commence alors le jour final de Matteo et de Rufus. Donc le concept de ce roman m'a beaucoup plu et surtout intrigué, puisque ce n'est pas tous les jours qu'on nous appelle pour nous annoncer que l'on va mourir, surtout à l'âge de Matteo et Rufus qui sont de jeunes adolescents. Donc c'est vraiment une mort prématurée à laquelle on ne s'attend pas. Et comment est-ce que l'on réagirait, nous tous, en recevant ce genre d'appel alors qu'on ne s'y attendait pas? C'est la grande question dont traite ce livre. Ce que j'aime particulièrement dans la plume de Adam Silvera, c'est la justesse de son écriture. Rien n'est surjoué, rien n'est surdramatisé non plus, les réactions des personnages sont totalement compréhensibles. Voilà, il n'y a pas de doute, c'est vraiment réaliste, et c'est ce qui est vraiment très agréable dans la lecture. Les personnages réagissent, c'est sûr, mais chacun à leur manière, sans se référer à un quelconque cliché de surdramatisation ou de tragédie absolument terrible. C'est vraiment chacun réagit à sa manière. Le contexte est donc, c'est sûr, très important, puisque c'est de là d'où vient tout le récit. Mais en fait, quand on lit le roman, on se rend compte que ce qui est le plus important, c'est la manière dont l'humanité est dépeinte, encore plus face à cette fatalité dont elle ne peut pas échapper. Donc le deuxième tome, le premier qui meurt à la fin, raconte ici aussi la rencontre de deux jeunes garçons, sauf qu'ils sont un peu plus vieux que Matteo et Rufus. Ici ce sont Orion et Valentino, qui sont eux au tout début de l'âge adulte. Et c'est aussi le tout début du programme Descastes, avec les tout premiers appels qui commencent à tomber. Les points de vue de la narration changent beaucoup, c'est-à-dire qu'on a plusieurs chapitres, et chaque chapitre prend un point de vue différent. Certains reviennent, d'autres n'ont qu'un seul chapitre par exemple. Et ça nous permet d'avoir le point de vue des deux personnages masculins, mais ça permet aussi d'avoir le point de vue de leur famille, de leurs connaissances, de leurs amis. Ça permet d'avoir le point de vue aussi d'un homme par exemple qui appelle pour la première fois des déckers, qui travaille pour Descastes, ou encore d'avoir même le point de vue du créateur de Descastes, et de comment il réagit aux premiers bugs qui interviennent lors de la première journée. Et donc l'histoire commence lorsque Orion, qui a toujours habité à New York, se décide à aller à Times Square le soir du lancement de Descastes. Valentino, lui, vient d'arriver à New York, il rêve de devenir mannequin, et il attend que sa sœur la rejoigne d'ici quelques heures. Et pour ne pas rester seul lors de cette première soirée à New York, il décide lui aussi d'aller à Times Square pour le lancement de Descastes. Les deux jeunes hommes se rencontrent quelques minutes avant minuit, et c'est un véritable coup de foudre, ils tombent amoureux immédiatement. Malheureusement, lorsque minuit sonne, c'est aussi la sonnerie d'un des téléphones des deux garçons que l'on entend. Donc cette préquelle est un assez gros coup de cœur, qui, je pense, va avoir marqué ma perception de la vie et de la mort pour un bon moment. Se préparer à la mort n'est jamais simple, ici la solution était tout simplement de vivre pour s'y préparer.
Dans ce livre, on nous met face à l'espoir que peut avoir tout un chacun concernant sa vie et ses rêves, mais aussi face à l'effet papillon qui en réalité régit quand même pas mal notre monde. Comme pour Matteo et Rufus, Orion et Valentino sont des personnages très touchants, très réalistes et très originaux aussi. Ils s'accordent le droit d'être heureux, d'être tristes, d'être optimistes face à leur avenir ou au contraire d'être totalement pessimistes et de ne plus croire en rien. Ces deux romans nous mettent donc face à nos choix, à nos décisions de vie et à cette réalité qui est la nôtre. Nous ne connaissons pas d'Escaste, en tout cas dans notre réalité, ce n'est pas un réel programme, personne ne nous appelle pour nous prévenir de notre mort dans la journée, et pourtant, on vivrait presque comme si c'était le cas. On prend des risques parfois pas nécessaires, ou alors on oublie de vivre en se disant, de toute façon, on a le temps. Et malgré ce thème particulièrement sombre, particulièrement dur, ce qui ressort le plus de ces deux romans, en réalité, c'est de l'espoir et du fait que sans la vie, la mort n'existe pas et sans la mort, la vie n'existe pas non plus. À partir de maintenant, cette vidéo contiendra des spoilers, donc pour tous ceux qui n'ont pas lu les livres et qui ne souhaitent pas être mis au courant des éléments clés des romans, je vous conseille de vous arrêter là. Je vous dis à bientôt et j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va donc pouvoir revenir un petit peu au premier tome. Et donc dans ce premier tome, les deux personnages, Matteo et Rufus, ont tous les deux perdu minimum un parent. Matteo a perdu sa mère et son père est gravement malade et Rufus a perdu ses deux parents. L'un d'eux refuse de sortir de chez lui car il est terrifié de ce que l'extérieur pourrait lui faire, tandis que l'autre est persuadé d'être seul malgré les gardiens et les camarades de foyer qui l'entourent. Matteo a trouvé le courage de sortir de chez lui, d'aller voir son père pour lui faire ses adieux, et de vivre comme il n'a jamais vécu. Et Rufus a réussi à comprendre que la famille, ça pouvait aussi très bien être une famille que l'on choisit, ou en tout cas des personnes qui nous entourent, que l'on aime et qui nous aiment. La mort de Matteo m'a totalement brisé le cœur, surtout sachant que Rufus y a assisté sans mourir lui-même et en ne pouvant rien y faire. Et la mort de Rufus, elle, je l'ai trouvée sublime, extrêmement poétique, extrêmement belle, puisque c'est lui qui a décidé qu'il était temps. Et ouais, j'ai trouvé ça absolument sublime, le fait que Rufus ait eu le courage d'accepter cette mort qu'il n'acceptait pas depuis le début du roman. Et cette fois-ci, c'est lui qui a fait ce choix. Pour Orion et Valentino, l'histoire n'est absolument pas la même. Puisqu'ici, comme on l'apprend dans le résumé, un seul des deux garçons va recevoir l'appel qui lui promet la mort d'ici la journée. Les deux personnages vivent avec des problématiques aussi totalement différentes. En effet, le premier arrive à New York en étant prêt à réaliser tous ses rêves. Il est prêt à tout, prêt à vivre une vie fantastique. Et malheureusement, il reçoit l'appel de Descaste qui va mettre fin à ses rêves. Tandis que l'autre attend sa mort depuis plusieurs années puisqu'il est malade et sait qu'il ne vivra pas très longtemps. Et pourtant, c'est ici que lui va pouvoir commencer à vivre. Ce roman m'a d'autant plus détruite parce que ici, on a de l'espoir que Valentino, qui a reçu l'appel, s'en sorte, puisqu'il y a de nombreuses erreurs dans le programme d'Escaste. Bon, ce ne sont que des erreurs où les personnages ne sont pas prévenus de leur mort imminente. Mais j'avais tout de même cet espoir de me dire, ah tiens, s'il y a ce genre d'erreur, peut-être que Valentino, lui, aura été une erreur du système aussi et il ne mourra pas aujourd'hui. Malheureusement, personne ne peut vaincre son destin et personne ne peut passer à côté de la mort. Donc Valentino va mourir et cette mort m'a littéralement broyé en 15 000 morceaux, le corps et l'esprit. J'ai pleuré sur les 50 dernières pages en non-stop. C'était absolument atroce, voilà. Lorsque Frankie et Gloria se disputent chez eux dans l'immeuble et que Orion et Valentino rentrent dans l'immeuble à ce moment-là, j'ai tout de suite perçu que c'était le moment. C'était le moment de la mort de Valentino et je n'étais absolument pas prête à ce moment. Je ne voulais pas continuer de lire l'histoire presque. Et en même temps, le suspense me faisait continuer à lire, même si je savais pertinemment ce qui allait se passer. Valentino fait une chute dans les escaliers en emportant Orion avec lui suite à ce que Frankie l'ait poussé. Et lors de cette chute, on continue d'espérer encore et encore que ce ne soit pas une chute mortelle pour Valentino. Et pourtant, Valentino est en mort cérébrale et je me souviens très bien avoir lu cette phrase. Je crois que j'ai dû annoter ce moment où vraiment on nous dit Valentino est en mort cérébrale.
Et je me souviens totalement que cela m'a encore complètement détruite. Est-ce que je l'ai quelque part? Est-ce que je l'ai quelque part? Voilà. Je l'ai juste ici. Le visage du docteur Emeterio vient déjà spoiler le pire. Valentino se trouve en état de mort cérébrale. Et là j'étais en mode waouh. Et vraiment cette phrase, c'était un coup de massue qui sonne vraiment la mort de Valentino. Rien ne pourra le ramener. C'est fait. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe quoi? Orion par la suite reçoit le cœur de Valentino qui lui avait proposé de lui donner suite au fait d'avoir appris que Orion souffrait d'une maladie cardiaque. Et ça signifie surtout que Orion maintenant peut continuer à vivre et vivre sans avoir cette peur de mourir tout de suite. Valentino est mort aujourd'hui et pourtant Orion lui vient juste de commencer sa vie. Et donc pour terminer cette vidéo, je vais vous donner quelques citations que j'ai notées dans cette préquelle qui m'ont vraiment marqué et qui je pense sont très importantes à partager avec vous. Ici nous sommes 2 heures après minuit, Valentino a reçu l'appel et il discute avec Orion et il va lui faire une proposition assez folle. Tu vas vivre, je dis. Orion lui répond, au moins jusqu'à demain. Tu vas avoir beaucoup plus de temps que tu ne le penses. Tu as des pouvoirs extra-lucides à la Descaste? Non, mais je crois que c'est le destin qui nous a réunis pour que je change le cours de ta vie. Je ne comprends pas. Tu n'as plus besoin de liste d'attente, Orion. Je vais te donner mon cœur. Et donc ici, nous sommes à peine à la page 150, que l'on sait déjà que Valentino a choisi de donner son cœur à Orion pour que sa mort ne soit pas vaine, et pour aider ce garçon qu'il ne connaît que depuis 2 heures. Là, nous sommes à la moitié du roman, il est 8h12, et Valentino et Orion discutent, notamment du fait que Valentino a très peur d'entraîner Orion dans sa propre mort. Tu devrais garder tes distances, dit-il en se relevant. C'est pas parce que tu ne peux pas mourir aujourd'hui que je ne suis pas un poison. Je répands le mal tout autour de moi. Si ça se trouve, mon cœur est dangereux aussi. Orion, il me semble que tu ferais mieux de trouver une autre solution, ou un autre donneur. Ok alors, que ton cœur aille se faire foutre. J'en ai rien à battre. Tu n'es ni un poison, ni un bateau sur le point de chavirer, ou n'importe quelle analogie avec laquelle tu essaierais de me faire fuir. Je suis ton ami, Valentino, et je te laisserai pas tout seul pour ton jour final. Et c'est ici qu'on comprend vraiment l'attachement que les deux personnages vont se vouer, et c'est là que je trouve que c'est super en termes de relations humaines, c'est que l'on voit vraiment des gens qui s'apprécient et qui ne lâchent pas. Orion ne veut qu'une chose, c'est passer son temps avec Valentino, même si ça risque de lui faire mal, même s'il risque de s'attacher et de voir ensuite cette personne mourir, il fait le choix de rester avec lui. Ici, nous sommes à la quasi toute fin du roman, nous sommes à la page 566, du point de vue de Scarlett qui est la sœur de Valentino. Valentino est décédé et Scarlett réfléchit à tout ça. Son existence change, elle a déjà changé, et il lui faut prendre un nouveau départ pour surmonter son chagrin, pour se réinventer un avenir sans son frère jumeau. Mais elle ne l'oubliera jamais. Scarlett n'a pas besoin de porter le cœur de son frère en elle pour qu'il vive à jamais dans le sien. Et donc ici, forcément, ça fait référence au fait que Valentino a donné son cœur à Orion. Et donc Scarlett est au courant du choix de son frère. Et forcément, ça lui fait un peu mal dans le sens où elle n'est plus proche du cœur de son frère, puisque c'est Orion qui l'a. Et pourtant, pour elle, ça n'a pas de doute, le cœur de Valentino résidera toujours en elle. Je vais pas vous mentir, cette-ci là, elle m'a bien fracassée. Et enfin, une dernière citation, c'est une citation de Orion, après avoir reçu le cœur de Valentino, qui donne une assez belle conclusion, je trouve, à ce roman. Les jours finaux ont un côté atroce, mais quand on est décidé à les vivre à fond, ils peuvent aussi être merveilleux. Et je trouve que c'est vraiment en fait la morale de cette histoire. Les jours finaux, il faudrait que ce soit les jours de toujours. On les vit comme on a envie de les vivre. On prend les risques que l'on a envie de prendre. Et on vit, tout simplement, sans toujours avoir peur de la mort qui nous guette, mais on vit.
Il s'agissait donc de ma critique, mon avis sur la duologie et Ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, tout ça. Enfin bref, vous connaissez la chanson. Ce serait vraiment un grand support pour moi et pour cette chaîne, pour m'encourager à continuer si ça vous a plu. Je vous mets comme d'habitude les liens Babelio vers les 2 romans, si jamais ça vous intéresse de les retrouver. Et n'hésitez pas à me dire si vous prévoyez de les lire ou si vous les avez déjà lus, quel est votre avis sur ces romans qui, moi, m'ont énormément bouleversée. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous dis à très vite sur la chaîne Margie Books.